Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Najat, gauche caviar et bras d'honneur, bis repetita. Bolloré, les acteurs, 1-0. Et puis, Assise d'Arras, bonne nouvelle. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Mme Du, Christophe Dupin, Marie et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Najat, bis repetita. Elle avait joué les M'as-tu vu hier au Festival de Cannes, eh bien, elle récidive. La voilà remontant les marches dans une tenue noire. Deuxième soirée de montée des marches au Festival de Cannes pour Najat, qui a sans doute posé quelques jours de congé de son poste de conseillère maître à la Cour des comptes et financé sa venue de sa poche. Je sens notre ami de French Report ironique. Transparence citoyenne. Que sont venus faire Horreur Berger, Najat Vallaud-Belkacem et Jean-François Copé au Festival de Cannes. Nous avons adressé ce jour un courrier officiel à la Cour des comptes, au ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mairie de Meaux pour obtenir des explications. Ce qui est révoltant, c'est que vous avez réuni sur les marches ce qu'il y a de plus toxique pour notre pays. Ces trois-là, c'est un festival de mensonges, de magouilles et de privilèges. Oui, tout ce qu'il y a de plus hideux dans notre système. Et ils viennent se pavaner. C'est au-delà du gorafi et de la plaisanterie. Najat Belkacem, comment je suis entré à la Cour des comptes sans savoir compter. Une histoire incroyable, le quotidien du canapé. Cette vignette est une plaisanterie, mais c'est quand même utile d'avoir son époux président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez le deal Bayrou-Vallaud ? Et surtout, n'oublions pas le mal que cette sinistre ministre de l'Éducation nationale a fait à nos professeurs et à nos enfants. Si la France décroche au niveau international dans les systèmes éducatifs, elle en est grandement responsable. Mais elle fait quoi à Cannes ? Il y a un film sur la Cour des comptes ou on est juste dans la dérive normale d'une soi-disant élite qui se croit tout permis et n'a aucune décence, nous dit Kuzma. On me dit dans l'oreillette que ce n'est pas cette option. Ok, tout va bien. Pendant son temps, son mari, Boris Vallaud, parle de valeurs de la gauche dans des primaires blablabla. C'est QFD. Au fait, Madame Najat, pourquoi avez-vous imposé Microsoft à l'éducation nationale sans appel d'offres et en catimini ? Non, pas de commentaire ? C'est quand même inouï. Mais retrouvons Paris Moche, journal satirique. Ils illuminent la croisette. Comment nos politiques apportent du rêve aux Français en ces temps de disette. Najat, Jean-François Aurore, la croisette parce que je ne vois rien. Cette couverture parodique ne pourrait être qu'une blague un peu gratuite. Mais non, c'est beaucoup plus profond. Le bilan de ces oiseaux abominables. Leur personnalité, peu reluisante, et on reste poli. Leurs propositions, leurs programmes politiques, rien, nada. Ce sont des petits exécutants de la grosse commission à la sauce Soros. Que leur reste-t-il ? Les photos dites people pour communiquer avec les Français. C'est QFD. Oui, ils n'ont plus que cette carte, c'est dire où ils en sont. Hors sol, m'as-tu vu ? La présence de politique au Festival de Cannes fait des vagues. Mais en même temps, c'est l'illustration de ce que je vous serine depuis des mois. La politique se joue désormais dans Paris Match, enfin Paris Moche.
Festival de Cannes toujours, le monde du cinéma en guerre contre Bolloré. Depardon, Binoche, Hanel, 600 professionnels du cinéma dénoncent l'emprise de Bolloré sur le 7e art, la pétition qui, elle aussi, a fait des vagues. Il y a un proverbe qui dit que le chien ne mord pas la main qui le nourrit. Réponse de Bolloré. Le patron de Canal+, premier financeur du cinéma français, annonce qu'il ne travaillera plus avec les signataires d'une tribune contre son actionnaire Vincent Bolloré. Et pense sur le museau des aboyeurs. À gauche, on hurle à la mort. Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Bolloré annonce que Canal, premier financeur du cinéma français, et ce bien avant son rachat, ne travaillera plus avec ceux qui ont osé le critiquer. Ils n'aiment pas Bolloré, mais ils aiment son argent. Olivier Faure, socialiste. L'extrême droite n'a jamais aimé la liberté, ni la création, ni le service public. Cette annonce intervient le jour même où Jacobelli annonce de son côté que le RN privatisera France 2, France 5 et France Inter. Bienvenue dans un monde où seul l'argent dicte la pensée. Gaullisme. Minable, Olivier Faure, vous êtes l'héritier d'un président cynique, François Mitterrand, qui a créé en 1985 une nouvelle chaîne privée, la 5, avec Silvio Berlusconi, milliardaire italien, pour relayer les idées socialistes avant une possible cohabitation. C'est d'une tristesse. Cette gauche a privatisé, entre guillemets, le service public, le cinéma, la presse pour imposer sa vision progressiste mortifère. Aujourd'hui, la majorité des Français rejettent cette vision de petits bobos décadents. Et que reste-t-il de la culture française ? Des souvenirs. Le service public ? Un champ de ruines. Quant au journalisme, c'est fini, on a l'impression d'avoir affaire à des propagandistes. Et ces socialos se la ramènent encore. Bolloré n'a fait que les ramener sur terre. J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, a réagi Maxime Saada face à la tribune visant Vincent Bolloré sur les cinémas français. Je n'ai plus envie de travailler avec des gens qui nous traitent de crypto-fascistes. Je suis fatigué d'expliquer que Canal+ soutient tous les cinémas, toute la diversité, que des films comme l'histoire de Souleymane ne se seraient pas faits sans Canal+. Après ce recadrage de Maxime Saada, les comédiens qui avaient montré leur croc à Bolloré, eh bien c'est caille 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 à la niche et on remue de la queue pour avoir les sous-sous. Les acteurs, vous le savez, ce sont les pires des courtisans. Dans la sauce, Jean-Pascal Zadi, après avoir signé une tribune contre Canal+, il rétropédale. Et oui, Jean-Pascal Zadi rétropédale après avoir signé la tribune anti-Bolloré. En effet, ces films auraient été financés à hauteur de 80 millions d'euros. Cette tribune des comédiens contre Bolloré devrait permettre de revoir le financement du cinéma français. Comment se fait-il que l'on finance avec l'argent public de tels navets ? Quoi ? Il n'y aurait pas d'argent public ? C'est ce qu'affirme la gauche. Votre bêtise idéologique n'a décidément aucune limite en matière d'intox. Le CNC ne coûte rien aux contribuables. Ah oui, depuis 1948, il est financé par une taxe de presque 11% sur les billets et la diffusion. Le CNC ne coûte rien aux contribuables, il est financé par une taxe. Et B... pas très fort en économie, c'est progressiste. Mais le pire, c'est que ces impôts, ces taxes, financent des navets dont le propos est de vomir sur les Français et de propager l'idéologie wokiste, ou de déconstruire notre bonne vieille culture française. Un exemple, Tous pour une. L'actrice de Tous pour une, par exemple. Quand l'actrice Sabrina Ouazani en ma main les Français qui trouvaient ridicule son film lors de sa pitoyable sortie en salle en janvier 2025. On la finance, on n'est pas très satisfait du résultat et en plus on se fait insulter, avec tout le discours victimaire qui va avec. Le film en question, Tous pour une, bête, vulgaire et sale. Un énorme échec commercial. Voici un cas presque parfait pour comprendre l'aberration du cinéma français.
14 000 entrées seulement pour Toutes pour une, remake féminisé et woke des Trois Mousquetaires, où D'Artagnan et les mousquetaires sont réinventés en héroïnes. Budget 10 millions d'euros, dont près de 4,5 millions d'euros d'argent public ou assimilé. France Télévisions, CNC, Région, Eurimage. Rapporté aux entrées, cela représente environ 320 euros d'argent public par spectateur. Cet exemple résume l'aberration du fonctionnement du cinéma en France. Un projet manifestement sans public, massivement soutenu par des financements publics, puis intégré à un écosystème de diffusion qui absorbe le risque. Et ce film, manifestement voué à l'échec en salle, se retrouve en plus porté par le réseau Canal, Studio Canal, Canal+, Ciné+, etc., au titre de ses engagements imposés en faveur du cinéma français. Canal n'est pas contraint de financer ce film précis, mais le groupe est engagé dans un système où il doit investir des centaines de millions d'euros dans le cinéma français pour conserver sa fenêtre de diffusion privilégiée. Yael Segave, Nicolas Paye et Vincent Rack. Une aberration, je dirais pas cela, moi je dirais tout simplement un système mafieux pour se répartir des rentes. Quant à la vraie culture, vous le savez, les socialistes la détestent. Le château de Chambord, dont l'aile François Ier tombe en ruine et dont les travaux nécessitent 27 millions d'euros, a reçu une proposition informelle du Puy du Fou afin que le parc apporte des financements et son savoir-faire pour mettre en valeur le site. Réponse du ministère de la Culture, pas le Puy du Fou. Il manque 15 millions d'euros pour restaurer le château de Chambord. France Télévisions reçoit 2,4 milliards d'euros d'argent public uniquement pour 2026. On coupe. Mais si le Puy du Fou ne va pas restaurer l'aile François Ier, qui va apporter ces 15 millions d'euros? Des pays moyen-orientaux? Ah, c'est vrai. C'est bien plus intéressant pour certains ministres. Il y a de tels dessous de table. Braun-Pivet, elle aussi, fait son cinéma. Sur les réseaux sociaux, les publications mensongères se multiplient. Elles sont dangereuses pour le débat public et notre démocratie. Collectivement, soyons vigilants et n'amplifions pas leur visibilité. Braun-Pivet se plaint d'un tweet qui a dû être vu 3000 fois et qu'il a présenté en prison. Personne ne l'a lu, personne ne l'a vu, sauf Braun-Pivet. Étonnant, non ? Tout le monde se moque tellement de sa vie qu'elle en fait des caisses sur un post bidon à 3000 vues. Ok. C'est pas parce que les gens se moquent de ta gueule que c'est un danger pour la démocratie. Tu couvres Jeffrey, les fake news que tu te prends, c'est 1% de ce que tu mérites. Allez Yael, celle-là elle est pour toi. Une dizaine de nouvelles victimes présumées de Jeffrey se sont manifestées auprès du parquet de Paris, a déclaré dimanche la procureure Laure Bécao, interrogée sur RTL. Rappelons que Braun-Pivet, pour l'Assemblée nationale, comme Larcher pour le Sénat, refuse une commission d'enquête en France. Honteux. Pétition nationale pour que cela change. Dans ma description, entre les Frexiteurs et Tanguy, rien ne va plus. Sur TV Liberté, Tanguy. Vous pouvez réclamer le Frexit, mais si vous êtes pauvre, sans argent, sans agriculture, sans industrie et sans autonomie énergétique, c'est du flan. Absurde, lui répond Florian Philippot. Le problème est pris totalement à l'envers. Si on est pauvre, sans argent, sans agriculture, sans industrie et sans autonomie énergétique, c'est justement parce qu'on reste dans l'Union européenne. Le Frexit permet d'avoir enfin les armes pour inverser la situation et rebâtir. Nous avons connu un Tanguy plus inspiré, notamment lorsqu'il était à Debout la France. Il y a quand même quelque chose de choquant dans ses propos. Le premier parti Frexit, c'est le RN en termes d'électeurs. Les études sont sans appel. Comment un leader RN peut dire à ses électeurs « vous êtes complètement idiots ». Le flanc de Tanguy, moi, ça me laisse baba. Philippe Murer. L'Union européenne nous affaiblit. Pour Tanguy, il faut donc rester dans l'Union européenne pour continuer à nous affaiblir. Un illogisme imparable. Et notre ami Antoine Guénaud. Si nous sommes désindustrialisés, dépendants énergiquement, étranglés par les règles de concurrence et incapables de protéger nos filières stratégiques,
C'est le résultat de décennies de construction européenne. C'est justement pour retrouver notre souveraineté sur ces sujets et pour remettre la France sur la voie de la grandeur qu'il faut d'abord sortir de l'Union européenne. Remarquez que, dans une certaine mesure, la déclaration de Tanguy est une bonne nouvelle. Ah bah, c'est le journal des bonnes nouvelles. Philippe de Villiers. Les assises de la souveraineté à Arras le 12 septembre 2026. Philippe de Villiers sera présent aux assises de la souveraineté le 12 septembre 2026 aux côtés de Florian Philippot, Philippe Murer et les autres pour un rendez-vous avec la France. De nombreux autres intervenants donc seront également présents autour d'un même mot d'ordre, le Frexit et l'unité. Si toutes nos personnalités parvenaient à s'unir en vue des prochaines élections présidentielles, ce serait une véritable aubaine, une très bonne nouvelle. Et sur les réseaux sociaux, un cri unanime donc, unissez-vous. Très beau tweet d'Alain Gillot. Mon rêve le plus intense serait que la France quitte cette Union européenne despotique et reprenne en main sa destinée. Il existe pour cela des partis et des personnalités publiques qui défendent ce projet afin de sauver la France de la destruction systémique en cours. Arras, donc, les leaders Frexit seront là. De Villiers, Florian Philippot, Philippe Murer, Pierre-Yves Rougeron et tous les autres. Et de plus en plus de personnalités médiatiques rejoignent le camp du Frexit. Didier Maistre. Le Rassemblement national est aujourd'hui dans une forme de supercherie. Vous ne pouvez pas régler les problèmes d'immigration si vous restez dans les traités européens. Philippe Murer, bien sûr, le RN au pouvoir ne pourra rien faire. Le droit européen verrouille les flux d'immigration. Si le RN gagne, le RN décevra énormément les Français. Ce sera peut-être le grand moment souverainiste en France. Autre bonne nouvelle que je vous ai annoncée dès vendredi, Starmer est bien sur le départ. Le Daily Mail révèle les projets de Starmer de fixer le calendrier de son départ du pouvoir. Alors que les tensions s'intensifient au sein du Parti travailliste, Keir Starmer envisagerait désormais un départ volontaire du pouvoir. Et Starmer donc négocie son départ. On parle d'une immunité du fait de ses nombreux méfaits. Et il y a une date butoir, le 18 juin. Keir Starmer a confié en privé à ses amis qu'il prévoyait de démissionner et d'établir un calendrier ordonné pour quitter le 10 Downing Street, peut-être avant les élections partielles du 18 juin, qui s'annoncent cataclysmiques pour le Parti travailliste. Ce qui est clair, c'est que Keir Starmer, c'est fini. Fin de cette page bonne nouvelle et ouverture de la page internationale avec le bulletin 290 de Xavier. Un très bon cru à ne pas manquer dans ma description. Xavier analyse la déclaration de Vladimir Poutine sur la fin du conflit avec l'Ukraine à l'automne. Et là, on a besoin d'un petit rappel. En janvier, les journaux annonçaient une paix probable. Puis, cela a été repoussé au mois de mars. Et maintenant, on annonce l'automne. Pourquoi de tels ratés ? Une photo qui explique tout. Les 3 dirigeants les plus détestés d'Europe. Ce sont en effet ces oiseaux, bien épaulés par la grosse commission, qui ont donné les garanties financières nécessaires à Kiev pour sa survie. Ainsi, le FMI a accordé un prêt de plusieurs milliards d'euros. Et ensuite, vous vous rappelez, les 90 milliards d'euros de la grosse commission. De l'argent pour prolonger l'agonie de quelques mois. Mais comme l'a rappelé le président russe, cela ne pouvait pas durer, c'est fini. Et voici pourquoi. Le cours du baril de Brent est presque à 110 $. Et avec la flambée des matières premières, c'est la crise qui arrive. Inflation, perte de croissance, chômage et faillite. De Paris à New York, en passant par Londres et Francfort, les craintes d'inflation font bondir les taux d'intérêt mondiaux. Le conflit au Moyen-Orient fait flamber les cours de pétrole, redoutant une aggravation des déficits publics. Les investisseurs demandent des taux plus élevés. De ce fait, à Bruxelles, la majorité européiste semble décider enfin à mettre fin au conflit.
D'autant que certaines nouvelles font mauvais genre. Corruption en Ukraine, la caution de plusieurs millions de dollars d'Andriy Ermak, versée après 4 nuits en détention. À ces nouvelles extérieures, il y a la situation intérieure. Les peuples européens commencent à grogner de plus en plus fort. Nous sommes le 18 mai 2026, nous rappelait Fred Le Gaulois. L'État français refuse toujours de diminuer les taxes sur les carburants. Les Français ont diminué leur consommation de 30% d'essence et ils retiennent leur souffle. Mais pour combien de temps? On est asphyxié. Petit rappel de la situation avec le général Alcazar. Dans cette guerre contre l'Iran, comme écrit 2 jours après le début de cette catastrophique et inutile guerre contre l'Iran, tant que les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz, ils contrôlent le centre de gravité majeur de cette guerre. Ils ont donc l'avantage stratégique et en passe de gagner politiquement et stratégiquement cette guerre. Surtout si cette lamentable affaire se termine par un contrôle de fait du détroit par l'Iran. D'où les gesticulations de plus en plus erratiques de Donald Trump qui sait bien qu'en face, ils ne sont pas des faits et que c'est d'ailleurs pour cela qu'ils imposent leurs conditions de fin de conflit. Le Pentagone sur cette guerre. Les missiles balistiques iraniens étaient lancés depuis des installations souterraines profondes, creusées dans des montagnes de granit, trop dures pour être détruites par l'aviation américaine. Le Pentagone s'est contenté de neutraliser les entrées, réservant ses armes anti-bunker pour d'éventuelles confrontations avec la Chine et la Corée du Nord. Depuis, l'Iran a remis en service un grand nombre de ces installations. Les commandants iraniens, possiblement aidés par les services de renseignement russes, ont étudié les trajectoires de vol américaines et exploité leur prévisibilité. Le F-15 abattu le mois dernier et le F-35 endommagé par des tirs au sol étaient des signes avant-coureurs. Pour résumer, un responsable militaire américain a déclaré « 5 semaines de bombardements intensifs ont certes tué des dirigeants iraniens, mais ont aussi forgé un adversaire plus endurci et plus résistant ». Telle est l'évaluation du Pentagone concernant l'opération épique foireuse. Nous sommes donc condamnés à assister aux gesticulations de Donald Trump, qui regrette d'ailleurs en privé cette guerre. Nous avions annoncé ce bourbier. Eh bien, c'est fait. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis m'ont demandé, dit Trump, de suspendre notre attaque militaire prévue contre la République islamique d'Iran. L'attaque était prévue pour demain, a déclaré le président américain Donald Trump sur Truth Social, indiquant que des négociations sérieuses sont en cours. Menées par la Chine, un petit rappel historique. Le traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659. Cet accord historique met fin à 24 ans de guerre entre la France et l'Espagne. L'entrevue entre Louis XIV et son homologue espagnol, Philippe IV, sur l'île des Faisans, sur la rivière Bidassoa, à la frontière, scelle le triomphe de la France. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Paris Moche, la nouvelle France de Macron 2032, avec sa nouvelle femme. Mon Dieu, le cauchemar. Mais en même temps, c'est plus possible. Patrick Bruel, conte satirique Gilles Brigitte 2027. Pour l'attribution de la Légion d'honneur à Patrick Patoche Bruel, excellent ami de Bribri, et pour le soutenir contre les rumeurs de quelques folles en manque de notoriété. Plus de 85 000 personnes ont déjà signé pour soutenir Patoche contre les attaques immondes téléguidées par Moscou. Et vous? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, sur la place des grands hommes. Salut Gérard, salut Bernard, salut Nico. Dans les médias, certains journalistes rappellent le droit à la présomption d'innocence, que la justice fasse son travail. Très juste. Halte à la chasse à l'homme. Et puis, comme le rappelle Gabriel Cluzel, il y a des femmes manipulatrices. Oui, tout cela est vrai, mais que voulez-vous ? Gérard Miller, 41 femmes, accuse le psychanalyste d'agression. Depuis plus de 2 ans, 41 femmes accusent Miller, proche de la France insoumise. Est-il condamné ? Non. Est-il jugé ? Non. La justice a
a été tellement plus rapide pour les costumes de François Fillon. La justice en France semble quelquefois hypnotisée par quelque chose. Qu'en pense Gisèle de cette affaire Patrick? Patrick, je ne sais pas, je dormais. Ah, c'est d'un goût. Vous retournez quand en prison? J'ai hâte de lire la suite de vos mémoires. Les électeurs qui votent pour des partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. Festival de dinde, le retour de Horreur Berger. Gabriel Attal, toujours. Ce sera un moment de vérité pour moi et pour le pays, quand les Français te traîneront devant les tribunaux. L'aberration a-t-il été racheté par le Gorafi? Si des jeunes hommes font la queue devant des magasins Swatch pour acheter des montres, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les scènes de cohue pour revendre très cher la montre Royal Pop, très critiquée sur les réseaux sociaux, sont surtout le signe d'une précarité grandissante de la jeunesse. Et enfin, une dernière, l'œuvre de Johanna Vasconcelos, un cornet de glace géant situé sur le tramway de Nice, s'est effondré à cause du vent. L'installation de l'artiste, plébiscitée par Estronzi et Brigitte Macron, aurait initialement coûté plus de 600 000 euros d'argent public. 200 000 boules la boule, c'est les boules. Voilà, c'est tout pour cette page fantaisie. Je voulais terminer cet entretien avec cette nouvelle qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Un réchauffement climatique au-delà de 5 degrés en 2100, désormais improbable selon le Programme mondial de recherche sur le climat. Les politiques climatiques ont un effet, malheureusement pas encore, de faire baisser les émissions, mais de les infléchir, explique Robert Vautard, co-président du GIEC, vendredi sur France Info. Et dans le point, les scénarios les plus alarmistes du GIEC ne sont plus d'actualité. Depuis le nouveau scénario le plus pessimiste présenté par une équipe de chercheurs, la hausse des températures planétaires atteindrait tout de même plus 3,5 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici 2100, contre presque 6% précédemment. Et ce qu'il y a de très amusant dans ces articles, c'est qu'on vous explique que si il n'y a plus de scénario catastrophe, c'est que l'ensemble de la planète a fait des efforts. La rigolade. La consommation de charbon et de pétrole a explosé depuis 10 ans. Et dans le dernier sommet sur le climat, la majorité des pays a envoyé l'Union européenne se faire cuire un œuf. Et paradoxe rigolo, le réchauffement climatique augmente en Europe. C'est vraiment rigolo parce que ce sont les seuls à faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Sur ce, bonne journée, à bientôt, au revoir.